le sujet sur les schémas de comportement inconscient, ce qui va être important d'appréhender, c'est les différentes interactions des différentes parties du cerveau entre elles, pour pouvoir comprendre en fait comment les mécanismes inconscients, comment les comportements arrivent à se créer, à s'inscrire. Alors, on peut décrire 3 parties du cerveau reptilien, cerveau limbique et néocortex. Cette description, en fait, en 3, elle n'est pas tout à fait juste, mais d'un point de vue pédagogique, c'est intéressant. C'est MacLean qui les a décrites de cette manière-là en 1929, où, en fait, on distingue le cerveau reptilien qui est le plus ancien. À la base du cerveau, comprend le cervelet, protubérance, etc., tronc cérébral, d'autres éléments aussi, mais grosso modo, ça se situe à la base du cerveau. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui est relié à la survie. C'est un cerveau aussi qui n'aime pas l'inconnu, et qui a tendance à vouloir garder toujours les mêmes repères. C'est un cerveau aussi qui est relié aux instincts, qui est relié aux besoins, qui est relié aussi à tous les paramètres physiologiques qui ne sont non contrôlés par la volonté, par exemple la température, la régulation de la tension artérielle, etc. Et c'est aussi un cerveau en fait qui ne fait pas la différence entre ce qui est présent et ce qui est passé. Donc du coup, on a quelque chose d'assez particulier parce que pour lui, tout est présent. Même si d'un point de vue conscient, on a oublié certains événements de notre vie, d'un point de vue inconscient, c'est toujours là. Parce qu'en fait, ce cerveau reptilien est relié complètement à l'inconscient. Donc on retient pour ce cerveau que c'est le plus ancien. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 465 millions d'années. Donc c'est quand même très très vieux. Un cerveau qui est relié à la survie essentiellement, un cerveau qui n'aime pas l'inconnu, un cerveau qui ne fait pas la différence entre le passé et le présent, et un cerveau qui est relié à l'inconscient. Ensuite, qui vient juste coiffer le cerveau reptilien, on a ce qu'on appelle le cerveau limbique. Le cerveau limbique est un petit peu plus récent, si on peut dire ça comme ça, on est aux alentours des 60-65 millions d'années pour ce cerveau-là. C'est un cerveau qui est relié à tout ce qui est émotionnel. Là, vraiment, je fais une grosse caricature, c'est pour bien comprendre. Donc, on retient que c'est relié aux émotions. C'est un cerveau duel aussi, c'est-à-dire qu'il va être en opposition, c'est bien, c'est pas bien, c'est agréable, c'est désagréable, j'aime, j'aime pas. On va être beaucoup dans ce genre de registre. Et donc du coup, ça va être important à comprendre pour la suite. C'est aussi un cerveau en fait qui n'aime pas la différence et c'est un cerveau aussi qui va fonctionner avec l'opinion des autres, le jugement de l'autre. Je suis aimé, je ne suis pas aimé. Et ça va beaucoup compter aussi. Il est très en lien avec le cerveau reptilien parce qu'il est juste en dessous et ils communiquent énormément tous les deux. Le dernier né dans l'évolution humaine, donc on a vu le cerveau reptilien le plus ancien, par-dessus on a le limbique, et ensuite par-dessus donc c'est le néocortex. C'est cortex cortical, en fait c'est la croûte si vous voulez, néo, nouveau, et c'est un cerveau qui a à peu près 3,5 millions d'années, c'est le plus récent, et c'est le cerveau qui est relié à tout ce qui est cognition, à tout ce qui est réflexion, à tout ce qui est analyse, à tout ce qui est aussi psychomoteur, le langage, la réflexion. Vraiment un cerveau analytique très très important. Et c'est aussi le cerveau qui est relié à l'ouverture de conscience entre autres. Et c'est un cerveau qui lui va pouvoir accepter les différences, qui lui n'a pas peur de l'inconnu. C'est vraiment le cerveau de l'éveil de la conscience. Donc un néocortex, vraiment un atout en fait pour notre évolution, parce qu'il va pouvoir ouvrir des horizons, ouvrir des visions, des compréhensions, et pourquoi pas une évolution pour chacun et une transformation grâce à ces perspectives de pouvoir entrevoir la différence et de pouvoir l'explorer aussi. Je voudrais qu'on fasse un petit tour, la température, l'état des lieux, comment vous êtes, mais ne me dites pas ça va ou ça va pas, ça je veux pas. Pas de ça va et pas de ça va pas. Je veux savoir ce qui se passe dedans, comment vous êtes, l'état des lieux. Ça vous oblige, si vous voulez, c'est pas juste pour faire le tour, hein. Ça vous oblige à faire un exercice de ramener votre conscience à l'intérieur, de dire mais comment je vais aujourd'hui? Parce que quand on vous pose la question ça va, comme ce matin, c'est ça va? Oui, ça va. Ou j'ai bien dormi, ou j'ai pas bien dormi, mais en fait on reste très en surface. Moi je vous demande d'aller voir un petit peu plus dedans. Et je voudrais savoir vraiment comment vous êtes dedans, là, ce matin. Okay. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait quand ces 3 cerveaux communiquent ensemble et qu'est-ce qui se passe en fait pour la construction des schémas de comportement inconscient? La construction de ces schémas se fait surtout dans l'enfance et surtout dans le ventre de la mère. Parce qu'à partir du moment où un ovocyte et un spermatozoïde se rencontrent, en fait, il y a déjà des programmations de mémoire, il y a déjà des choses qui s'inscrivent. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, de toutes les expériences qui sont vécues, que ce soit dans le ventre de la mère, puisque l'enfant est soumis directement aux émotions de la mère, ou que ce soit après, une fois que la naissance s'est produite, voilà, il y a des tas d'expériences qui vont être vécues et qui vont générer des réactivités de la part surtout du cerveau reptilien.
Alors sache que en fait, on est une des rares espèces à avoir un système nerveux en fait qui est mature juste à 20-25 ans. C'est quand même relativement tard. Et donc du coup, il se passe plein de choses dans l'enfance de fait de l'immaturité du cerveau. Le premier qui est mature, c'est bien sûr le cerveau reptilien. Il est relié à la survie, donc forcément, c'est celui qui doit pouvoir fonctionner très rapidement. Les autres cerveaux, le cerveau limbique, le néocortex, en fait, vont se construire au fur et à mesure de l'enfance et au fur et à mesure de la vie future. Qu'est-ce qui va se passer dans nos expériences? Ces schémas de comportement inconscient qui vont se créer, en fait, ce sont des programmes qui vont s'inscrire dans l'inconscient et auxquels nous allons répondre tout au long de notre vie. Et on va être un petit peu prisonnier de ça, puisque consciemment, en fait, tu ne vas pas t'apercevoir que tu es en train de répondre à une blessure qui est non pacifiée, qui a généré en fait une réactivité. Donc je vais prendre des exemples et je vais citer un petit peu tous les schémas qui sont possibles et surtout comment ça marche. À partir du moment où tu vas vivre une expérience négative, la négativité de l'expérience, en fait, ça va de 0 à 100. Ça peut être juste 1%, donc une petite expérience de rien du tout qui va générer peut-être juste une petite contrariété, à une expérience, donc 100% de négativité qui va être très traumatisante. Ça peut être le décès de papa, maman quand je suis enfant, etc. Donc dans ce panel-là, que ce soit 1% ou que ce soit 100%, on va avoir une réactivité de toute façon. C'est le cerveau limbique, on l'a vu tout à l'heure, en fait, qui enregistre les émotions, qui va les transmettre au cerveau reptilien, qui lui, donc on le rappelle, est relié à l'inconscient. Comme il est relié à la survie, il va dire, ok, là on vient de vivre en fait une émotion négative, cette émotion négative, elle va mettre en jeu la survie, même si c'est une toute petite émotion. Le cerveau reptilien fonctionne de la même manière qu'il y a 465 millions d'années, où la vie était bien plus dangereuse. Là aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne risque pas notre vie à chaque coin de rue, mais il est toujours là, à toujours être en réactivité à partir du moment où le cerveau limbique assimile une émotion négative, qui n'est pas agréable, tout simplement. Ce cerveau reptilien, donc relié à l'inconscient, va prendre comme une décision. Différents types de décisions sont possibles. Donc on a ce qu'on appelle les schémas de comportement. C'est moi qui les nommé comme ça parce que voilà, ça me paraissait pertinent, mais il y a d'autres mots aussi qui sont utilisés. On a les schémas d'évitement, on a les schémas de maîtrise, on a les schémas d'opposition, les schémas de compensation, les schémas de reproduction. Et on a aussi ce qu'on appelle les cycles programmés que j'aborderai tout à l'heure. Premier schéma qu'on peut aborder, schéma d'évitement. Donc là, rien que le mot est assez significatif, donc tu peux comprendre qu'à un moment donné, on va fuir. On va fuir la problématique, en fait, on va fuir tout ce qui va ressembler de près ou de loin, en fait, à l'événement que j'ai vécu. Donc, un petit exemple que je peux prendre, c'était quelqu'un que j'avais eu en consultation qui avait des difficultés, en fait, à créer son entreprise, à créer en tout cas son activité professionnelle. Elle avait été salariée, et elle ne s'était jamais retrouvée toute seule à se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire finalement de ma vie, qu'est-ce que je vais faire de mon côté professionnel. On avait un petit peu fouillé dans l'enfance et puis on était tombé sur ses 7 ans. Pendant cette période de 7 ans, en fait, donc elle avait une chouette maison, elle avait des super copines, une maîtresse avec qui elle s'entendait très bien, bref, une vie d'enfant qui était juste parfaite pour elle. Déménagement. Donc ses parents déménagent. Dans sa nouvelle vie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maîtresse l'a prise un peu en grippe. Elle s'est retrouvée bouc émissaire dans la cour d'école, elle se faisait taper. Et puis donc forcément, sa vie s'écroule, la maison ne lui plaisait pas, etc. Donc tout un sentiment assez fort chez elle. Sachant, et je reviens dessus, le système nerveux n'est pas mature, donc les émotions sont vécues puissance 10, puissance 100, et ça peut être extrêmement fort chez les enfants. Et en fait, les parents ont déménagé pour créer une entreprise. Donc pour le cerveau reptilien qui a un fonctionnement extrêmement binaire, créer égale souffrir. Tu ne créeras rien. Il va mettre son veto, puisque ça fait mal. S'il fait un évitement, donc du coup, il va toujours avoir une fuite. Je ne pourrai pas aller vers la création de quoi que ce soit. Puisque ça fait mal, moi je vais t'empêcher de créer. Donc quelque part, le conscient, il n'est pas OK avec ça, parce qu'elle avait envie de créer quelque chose de sa vie, d'un point de vue professionnel, et toute seule, sans être salariée. Mais d'un autre côté, dans les coulisses, qui c'est qui dit non? C'est l'inconscient. Non, ça fait mal, tu ne créeras rien. Donc toute cette problématique, on l'a travaillée, avec bien sûr tous les outils qui peuvent être utilisables et pertinents pour ça, et j'y reviendrai plus tard. Et du coup, elle a pu défaire tout ça. Aujourd'hui, elle a une entreprise qui est florissante. En tout cas, elle est dans la truffe, elle s'occupe de truffes. Donc du coup, c'est très intéressant pour elle. Elle a beaucoup de travail aujourd'hui. Donc quelque chose de... elle a vraiment transcendé la problématique et le schéma n'existe plus aujourd'hui pour elle. En tout cas, celui-là.
est-ce qu'il suffit de mettre le doigt sur le problème, enfin sur l'origine du schéma d'évitement par exemple, pour qu'il disparaisse? Non. En fait, pour moi, c'est la première étape. Mettre de la lumière, en fait, pour pouvoir comprendre comment ça marche, la mécanique, en fait. Et je prends souvent cette image, si tu veux réparer ton horloge, au moment où tu vas l'ouvrir et on va regarder toutes les mécaniques qui sont là, on va se dire, mais et ça, c'est le tel rouage, il va avec lequel, etc. On va commencer à regarder comment ça marche, à regarder comment est faite la mécanique. Et ça me semble être une étape importante parce que je mets déjà du sens à certaines choses, où je comprends comment en fait s'agencent les différents éléments pour arriver, pour l'instant, à constater que c'est un échec, que je n'arrive pas à créer mon entreprise, par exemple. Mettre de la lumière là-dessus, en fait, si tu veux, ça crée comme un chemin neuronal. C'est-à-dire que déjà, il y a des petites synapses qui commencent à se connecter et à comprendre, ok, ça va là, ça fait ça, là, il y a eu telle décision et je me retrouve dans telle situation. Et du coup, c'est comme si je venais avec ma lampe, là, débroussailler un peu dans cette jungle qui est l'inconscient, qui est quand même assez complexe, c'est des milliards et des milliards d'informations, pour arriver finalement à mettre du sens, même si ça ne résout rien, à mettre du sens sur le tableau qui est là. Si tu veux, c'est un état des lieux. Il me semble que si cet état des lieux n'est pas fait, c'est un petit peu plus difficile d'aller aborder des choses qu'on ne connaît pas, où on n'a pas découvert un peu la mécanique, et du coup, ça me semble un peu flou de faire comme ça. En tout cas, ça me correspond et c'est comme ça que je l'enseigne. Donc du coup, c'est une étape pour moi importante, mais ça ne résout pas la problématique. Il y a d'autres étapes après. Et alors, tu peux rapidement me dire quelles étapes il faut suivre pour... Alors, les étapes, pour moi déjà, c'est pas tout seul. Parce que le travail sur l'inconscient, c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas faire tout seul parce qu'on est les plus mal placés soi-même, en fait, pour pouvoir être clair avec ça. L'inconscient, il va mettre des bâtons dans les roues, il va mettre des protections parce que, si vous voulez, tout ce qu'on est aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, c'est l'inconscient qui a construit tout ça. C'est tes fondations, c'est tes bases. Alors même si elles sont construites de travers, tout ça, ça s'est échafaudé sur pas mal d'années. Et du coup, l'inconscient qui, lui, a créé un espèce d'équilibre avec du déséquilibre, il n'a pas trop envie non plus qu'on mette un petit coup de pied dans la fourmilière. Donc quand on est tout seul, en fait, ça va être facile pour lui, facile pour l'inconscient, en fait, de soit créer des leurres, soit autre chose, pour pas qu'on sente, pas qu'on aille, en fait, au cœur du problème, qui est parfois douloureux d'ailleurs. On a oublié, mais c'est souvent douloureux. Donc du coup, les différentes étapes, ok, l'état des lieux, et après, pour moi, il y a 3 pôles où j'aime bien travailler. Ça va être le passé, le présent et le futur. Alors pourquoi le passé? Parce que je disais tout à l'heure que le cerveau reptilien ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Ça, c'est très important à comprendre. L'inconscient, c'est pareil. Ce qui veut dire que toutes les blessures qu'on a eues quand on était enfant, ou tout ce qui a pu nous impacter quand nous étions dans le ventre de notre mère, est toujours présent pour l'inconscient. En fait, ça ne s'est pas allégé avec le temps pour l'inconscient. Pour le conscient, oui. On a un peu oublié, on a mis ça un peu sous le tapis, et puis on trace notre route et on continue comme ça. Et on croit qu'on a oublié, mais l'inconscient, lui, n'a pas oublié. Donc en fait, tout ça, c'est dans notre banque de données, et comme pour lui, c'est toujours présent, il va toujours, en fait, réagir par rapport à ça. Parce que ce n'est pas guéri. Donc le problème, ce n'est pas l'événement. Le problème, c'est la charge émotionnelle qui va avec l'événement. Parce que l'événement, on ne peut pas le modifier. Ça fait partie de ton histoire, et donc ça, c'est inscrit dans ta banque de données. Donc du coup, ça, on peut pas interagir avec ça. Par contre, on peut interagir avec la façon dont ça a été vécu et la charge émotionnelle qui est en lien avec ça. Parce que c'est le cerveau limbique qui, en informant le cerveau reptilien, fait qu'on crée en fait une réponse à l'expérience. S'il n'y a plus de charge émotionnelle, il n'y a plus besoin de répondre. La survie n'est plus en jeu, il n'y a plus d'émotions négatives, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Donc du coup, la base, mais là je ne vais pas rentrer dans les techniques précisément, mais la base du travail dans le passé, c'est d'aller alléger les charges émotionnelles qui sont en lien avec nos expériences. Les charges émotionnelles négatives bien sûr. Si j'allège ça, je garde juste l'événement, donc ce sera entre guillemets comme un lac sans ride au niveau émotionnel, mais du coup, il n'y aura plus besoin d'avoir une réponse reptilienne puisque la survie ne sera pas en jeu. Donc plus de schéma. Ça, c'est le travail dans le passé avec pas mal de techniques qui sont disponibles à l'heure d'aujourd'hui, notamment l'hypnose, notamment les régressions, notamment un travail plus particulier sur l'énergie yin. Voilà, il y a sur l'enfant intérieur aussi. On peut faire plein de choses au niveau du passé. Le travail dans le temps présent me semble important aussi parce que
Quand on commence à toucher les fondations d'un individu, donc c'est comment il s'est construit, c'est des gros remaniements intérieurs. Donc je différencie la thérapie de fond, qui est ça pour moi, on va toucher les fondations. Donc c'est une reconstruction. Là où ça s'est construit de travers, on va aider l'inconscient à reconstruire les choses d'une manière correcte et plus pertinente par rapport à l'évolution de l'individu et à ce qu'il souhaite vivre dans sa vie, à ce qu'il souhaite créer. Tous ces remaniements amènent en fait des conséquences sur toutes les autres structures émotionnelles, psychiques, physiques, énergétiques. Il y a des tas de conséquences à tout ça. Et comme tout est lié, dans le temps présent, on va aider en fait toutes les structures en fait qui sont interconnectées à pouvoir accompagner le mouvement. Si on crée un mouvement de changement au niveau de l'inconscient, pour que ce soit encore mieux assimilé, mieux intégré, c'est intéressant de solliciter le système énergétique, pourquoi pas, le système émotionnel, mental, en fait, pour épurer au fur et à mesure tout ce qui est en lien avec ce qu'on vient de travailler. Du coup, on a un mouvement d'ensemble qui converge vers la résolution de la problématique. Et pas juste une partie, certes, qui communique avec les autres, mais du coup, qui va avoir un petit peu du mal à avancer et à s'inscrire complètement. Donc là, pareil, il y a plein de techniques pour travailler là-dessus et pour accompagner les gens, en fait, sur la transformation qui est proposée. Et puis, il y a le travail dans le futur. Le travail dans le futur, moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, quand on rejoint un petit peu la physique quantique, on s'aperçoit que c'est bien nous qui créons notre vie. Et si c'est nous qui la créons, bah, c'est quand même une bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut créer aussi ce qu'on veut. Plutôt que de se dire, je suis en train de subir ma vie, je suis en train de subir l'environnement, je suis en train de subir les autres, non, 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 je peux aussi créer. Donc du coup, là aussi, il y a des techniques qui sont utilisées pour renforcer l'allègement du passé, qui est renforcé en fait par le travail du présent, et du coup, on va émettre d'autres intentions par rapport au futur. Et ce futur-là, si tu veux, il n'est jamais fixe. En physique quantique, on nous explique qu'en fait, il y a des milliards de futurs possibles à chaque seconde. Tout dépend de ce que j'émets en termes de pensée et d'émotion. Mes pensées et mes émotions sont issues de mon passé. Il y a à peu près 60 à 70 000 pensées par jour. 95% de mes pensées sont les mêmes qu'hier, sont les mêmes qu'avant-hier et les mêmes qu'avant-avant-hier. Donc je me resserre le même disque, que je m'en rende compte ou non. Et si je me resserre le même disque pour mon futur, je vais créer encore la même chose. Donc du coup, c'est aussi en modifiant les pensées et les émotions. Alors il y a du travail en méditation, il y a du travail de projection, il y a plein de choses qui sont possibles de faire pour modifier en fait les pensées, qui elles-mêmes vont modifier les émotions, qui va inviter du coup le cerveau à fabriquer des substances neurochimiques différentes, puisque je crée un état d'être différent. Ces substances neurochimiques en fait vont venir informer différemment les gènes et vous modifier en fait votre spectre électromagnétique à ce moment-là. Quand tu changes le spectre électromagnétique que tu rayonnes, donc ça c'est des milliards et des milliards d'informations, par effet de résonance et par affinité, électromagnétique, tu vas appeler l'expérience qui correspond à ce que toi tu rayonnes. Et ce que tu rayonnes est le résultat de ce qui s'est passé dans ton enfance, de ce qui s'est passé dans le ventre de ta mère, de ce que tu as hérité de tes ancêtres, de ce que tu as ramené de ton karma, si on prend en considération ce concept-là, de ta manière de manger, de l'équilibre affectif, de l'équilibre professionnel, de l'environnement et de ce que tu fais avec ton corps. Tu es le résultat de tout ça. Et ça, c'est ta signature électromagnétique. Donc on porte tout ça. Et quand je peux modifier ça en travaillant à la fois sur le passé, sur le présent et en modifiant mes intentions pour le futur, ma signature électromagnétique change et du coup j'appelle inconsciemment une autre expérience par affinité et par résonance avec tout ce que j'aimais. C'est en ça que nous sommes responsables de notre vie. Et finalement on n'est pas des victimes. Nous créons ce dont nous avons besoin. Si je rayonne dans mon champ électromagnétique que de la dévalo que j'ai vécu dans mon enfance, les gens en fait que je vais côtoyer ou les expériences que je vais avoir vont aller dans ce sens-là. C'est comme si ça appelait quelque part. Ça crée une affinité, ça crée quelque chose comme ça, dans ces informations-là, qui vont côtoyer d'autres informations à l'extérieur, qui vont, elles, venir en fait renforcer ce que j'ai déjà.